Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale sur WhatsApp et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour ne pas manquer les prochains épisodes. Donc, on va commencer rapidement avec la première histoire. Je tiens à remercier cet abonné là qui a encouragé celle qui a raconté l'histoire de la vente de sperme là, qui a dit qu'elle a refusé de vendre le sperme là. Elle s'est proposée de confectionner sa robe de mariage, hein, gratuitement. C'est ça qu'on veut. Elle est venue raconter l'histoire. Elle a dit qu'elle a trouvé, elle a eu le VIH et elle a trouvé un mari qui a bien voulu prendre cette dame là comme ça. Et puis celle-ci est venue proposer qu'entre temps l'histoire m'a touché, j'aimerais confectionner ta robe de mariée. Oh, c'est ça qu'il s'agit, hein. Faut pas qu'après quand même me marier, si vous me déposez, hein, je compte sur vous, hein. Allez-y. Bon, première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à tous tes abonnés. Voilà, je voudrais raconter mon histoire. Mon histoire, ça date de quelques années. Voilà, je passais par une période pas très jolie. J'avais tous les problèmes du monde. J'avais raté mon examen, j'avais perdu mon boulot. Tout allait mal, j'arrivais même pas à payer mon loyer. Et puis, ma petite soeur me dit non, tu as trop de problèmes et tout, je vais t'amener chez quelqu'un. Je lui dis, il n'y a pas de souci, si c'est pas les marabouts, tu sais que moi, j'aime pas ce genre de truc. Elle me dit non, c'est un homme de Dieu et tout. Je dis, ah, d'accord. Voilà, on s'arrange, elle avance. Pardon. Elle avance et puis elle me dit, je t'appelle quand j'y suis, je vais d'abord voir s'il peut te recevoir. Je dis, il n'y a pas de problème. Elle y va. En soirée, elle m'appelle, elle me dit, le monsieur demande que tu viennes rapidement, si on peut commencer avec toi. Je dis, ah, ok, c'est ma chance. Apparemment, il était le genre très occupé, il fallait qu'il cale un rendez-vous dans son emploi du temps et tout. Me voilà, je prends le car, j'arrive. J'arrive, il est tout gentil, tout accueillant, ma fille, comment tu vas et tout. Je dis, ah, je vais comme ça, je sais pas si je vais bien ou pas. Je vis, je survis. Il me dit, non, ça va aller, c'est rien, tu vas voir quand je vais te suivre, tout ira pour le mieux. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis il dit non, on va pas commencer ce soir-là, tout va bien, on mange et tout. Pardon. Et puis il dit, on va faire une sortie, question de vous détendre un peu. C'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on ne doit pas s'amuser. Entre parenthèses, c'est un prêtre exorciste. Je préfère ne pas donner de quelle obédience il est parce que je voudrais pas ternir l'image de ceux qui font vraiment leur travail. Donc on sort. Voilà, on arrive. Moi, j'étais vraiment pas dans le truc. J'avais mes problèmes en tête. Et puis, on arrive, on s'amuse, il achète à manger, il achète à boire. Mais je me rends compte qu'avec ma petite soeur, c'est un peu trop intime. Je dis, mais tiens, qu'est-ce qui se passe entre ces deux? J'appelle ma petite soeur à côté, je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec le monsieur? Elle me dit, non, on a flirté et tout. Je dis, tiens. Je dis, ok, on en reparle à la maison. Mais chose étrange, il me dit, non, tu vas pas rester assise là, viens danser. Et puis, on danse, il veut tellement me coller, Je vais être un peu grossière, son pipi a durci. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, moi, je veux plus danser, je suis allée m'asseoir. On arrive à la maison, le deuxième jour, il fallait qu'on lance le traitement. Mais chose bizarre, je dormais pas dans cette maison-là. J'y ai fait une semaine DMG, je peux t'assurer, j'ai pas fermé l'œil du tout. Moi qui ne supporte pas des insomnies, si je fais une nuit sans dormir, j'ai mal à la tête, pas possible. Mais j'ai fait 7 jours, 7 nuits, j'ai pas dormi dans cette maison-là. Toutes les nuits, on dirait que j'étais de garde. On arrive, pardon, le lendemain, le monsieur devait commencer les prières et tout. Il y a des malades qui sont arrivés et tout et tout. Il y avait tellement de monde, moi je dormais sur le canapé, il y en a qui dormaient sur des matelas au sol parce que la maison n'était pas assez grande. Moi je dormais là sur le canapé.
Je suis en train de dormir avec ma petite sœur et puis elle disparaît. Je vois, elle se lève, elle va entrer dans sa chambre. Je dis, mais tiens, ces deux, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils couchaient déjà ensemble. Bon, là, c'est même pas, c'est une parenthèse. Après, je lui dis, le lendemain, on commence les prières, tout va bien. Bon, je vois rien d'anormal. Il fait une messe, tout va bien. Il impose des mains aux gens. Moi, il m'avait pas imposé les mains d'abord. Il impose les mains aux malades qui vont vers lui et tout et tout. Il ne faisait que m'observer pendant la messe. Bon. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que je suis née avec un certain don. Je suis née avec un certain don. Je suis née avec un certain don. Je peux voir certaines choses, je peux ressentir certaines choses, je peux entendre certaines choses. Donc, moi, au début, je cachais ça parce que je me disais que, oh là là, je suis sorcière. Je suis sorcière, c'est pas normal, c'est pas réglementaire. Pendant toute la prière, il m'observait. Je dis, ah, peut-être qu'il a vu que j'avais des démons. Parce que tu voyais quand tu as des problèmes, tout ce qui est un peu anormal à côté de toi, tu te dis, ah, c'est voilà, ça c'est la fin et tout. Et puis après, la prière, on est allé dormir. Cette nuit-là, il était 3h, 3h30. J'étais couchée sur le canapé au salon, je dormais pas. Après, je suis le bruit de sa porte, la porte de sa chambre, donc je fais genre celle qui dort. Il arrive et puis il se met devant moi, il se met à m'observer. Il se met à m'observer, j'ai fait celle qui fermait les yeux, j'ai laissé ouvert légèrement, je le regardais aussi. Il est resté là peut-être pendant 10 minutes, après il a fait il est reparti dans la chambre. Ça, c'est la première nuit. La deuxième nuit, il revient. Il me dit, je sais que tu ne dors pas. Je dis, ah, j'arrive pas à dormir, j'essaye. Il me dit, viens me retrouver dehors. Je dis, c'est pourquoi? Il me dit, non. Comme tu n'arrives pas à dormir, on va faire une séance de prière. Je dis, d'accord. On arrive à l'extérieur. Il y a une petite voix qui me dit, n'y va pas. N'y va pas. Je dis, ah. Bon, je faisais celle qui n'entend pas. Je me lève, je le retrouve dehors. Il prend sa toge, il met et puis il s'assoit dans un coin. C'était dans une véranda, dans une cour, pardon. Il s'assoit dans un coin, c'était sous un manguier. Il me dit, assieds-toi là devant moi. Il met une chaise face à lui. Il dit, tu vas te confesser. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Je me confesse et tout. Moi, je suis toute sérieuse dans mon film. Je me confesse et tout. Il ne fait que m'observer. Après, il me dit, qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Et sans te mentir, mon don s'était réveillé parce que je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Le climat a changé et tout. Et puis, il me dit, qu'est-ce que tu ressens? Je dis, je me sens bizarre. Il me dit, c'est normal. Il me dit, laquelle de tes mains te signale souvent quand quelque chose va t'arriver ou bien quand tu es face à un objet qui n'est pas bien, une personne qui n'est pas bien? Je dis, naïvement, je dis, ma main gauche. Il me dit, passe-la moi. Je lui dis, d'accord. Je lui donne ma main. Et j'ai été comme hypnotisée. À l'instant, je lui ai donné ma main, j'ai été comme hypnotisée. Le gars, il m'a fixé droit dans les yeux. J'ai ressenti une chaleur intense entre nos deux mains. Je ne sais pas ce qui s'était passé. J'ai ressenti une chaleur tellement intense. Il ne faisait que me fixer. J'étais fatiguée. J'avais l'impression qu'on aspirait quelque chose en moi. Je ne faisais que me fatiguer, me fatiguer. J'avais envie de retirer ma main, mais j'y arrivais pas. J'avais envie de retirer ma main, j'y arrivais pas. Après, il me dit, qu'est-ce que tu ressens? Je dis, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Et nos paumes de main dégagent tellement une chaleur. Il me dit, oui, c'est bien. Ça va aller. C'est le processus de ta guérison qui a commencé. Il faisait que, dans le gars m'aspirait. Il prenait mon don. Il prenait tout. Parce que j'ai le don de guérison. Le don de guérison, quand je touche des malades, j'aspire leur douleur en fait. J'aspire leur douleur, j'ai mal au même endroit que le malade et tout. Donc voilà, mon don un peu, le don de guérison. Et après, j'ai des visions aussi.
dans la nuit quand je dors. J'ai des visions quand je dors en songe. En journée, j'en avais aussi, mais bon, on a essayé de m'aider. Ah, c'est une parenthèse. Donc, le monsieur aspirait. On a mis du temps là. Et puis, il s'est mis à transpirer. Je vous dis, à grosses gouttes, il transpirait. Et puis après, il a dit, c'est bon, tu peux aller te coucher. DMG. De cette heure-là, j'ai fait 2 jours. J'arrivais pas à me lever. Je pouvais pas aller me laver. Je pouvais pas manger. Je ne faisais que m'épuiser. Ma petite soeur me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je lui dis, j'en sais rien, je suis fatiguée. Il dit à ma petite soeur que non, c'est rien. Son processus a commencé. La guérison, machin. Je dis, mais quelle guérison? Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis, il dit non, on va lui donner des fers pour la remonter. On va lui faire des remèdes là. Elle va boire et puis ça va aller. Mais je vous jure que je me sentais vide. Je me sentais vide. J'avais l'impression que même le simple petit vent pouvait me jeter au sol. Je me sentais tellement vide. Après, tout le temps, quand il y avait personne, il venait me demander comment tu vas. Tu te sens comment? Tu es toujours fatigué? Je dis non, je suis fatiguée. J'ai comme l'impression que je suis vidée. Il sourit et il s'en va. Là, après, il était engagé dans les prières et tout. Les malades arrivaient et tout. Il était tellement engagé. Et puis, voilà, après les médicaments qu'ils m'ont donnés pour me remonter, il y a eu une autre séance de prière un peu intense, là, d'exorcisme. J'ai pu me lever. Je suis allée assister à la prière dans la petite chapelle qu'il avait. Pendant qu'on est en pleine prière, j'entre en transe. J'entre en transe, mais je réussissais parce que ça m'arrivait déjà avant. Je réussissais à ne pas complètement perdre le contrôle, donc je sais pas. J'arrivais à ne pas complètement perdre le contrôle, donc je percevais certaines choses. Voilà, j'entre en transe. Il avait ces effusés, là, je sais pas, il y a des catholiques qui ont côtoyé des prêtres exorcistes qui savent ce qu'on appelle effusés. Ces gens qui travaillent avec les prêtres exorcistes là. Il y avait ces effusés là, il y avait une là, on disait non, elle est trop forte et tout. Je vois, elle entre en transe, elle vient se mettre à genoux devant moi, elle me dit bénis-moi. Je dis mais de bénir. Elle me dit bénis-moi. Je voulais même pas la toucher, elle ne faisait que venir tomber sur moi. Je vois comment le fameux prêtre arrête de parler parce que quand il fait ça, il invoque les saints et tout, c'était pendant l'invocation des saints. Il s'est arrêté. Il me regardait, il s'est mis à me fixer, je vois, genre, tu vois la colère sur son visage comme pour dire, mais attends, je ne l'ai pas complètement vidée celle-là. Je ne l'ai pas complètement vidée celle-là. Donc, après, la prière est finie. Il m'appelle de côté, il me dit, comment tu vas? Je dis, je vais bien. Il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je dis, j'en sais rien. Il dit, comment ça, tu ne sais pas? Je dis, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il dit, ok, je verrai ça de plus près demain. Après, il m'appelle dans son bureau. Il me dit, voilà, en fait, je ne sais pas si tu as remarqué, tu me plais bien. Si je t'avais connu avant ta petite sœur, c'est avec toi que je voulais être. Mais bon, ça ne dérange pas. On peut se mettre ensemble. Je ne pense pas que ta petite sœur y verra d'inconvénients, machin, machin. Je dis, mais tiens, sans te mentir, j'ai pété un câble. Je lui dis, mais arrête. Il faut arrêter. J'ai pris le respect que j'avais pour lui, genre homme de Dieu. J'ai dit, mais arrête, il faut arrêter. Il faut arrêter. Le pénis qui entre dans le vagin de ma soeur ne peut pas entrer dans mon vagin. Ça, c'est impossible. Ce sont des choses que je ne fais pas. On ne m'a pas éduquée comme ça. Il me dit, non, qu'est-ce que tu en sais? Machin. Je dis, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et puis, je suis sortie de son bureau. Je suis allée me coucher. Je dis à ma petite soeur, moi, je ne vais pas faire une journée de plus ici. Je vais rentrer. Comme il se fait un peu tard, on va dormir le lendemain. Moi, je rentre. Ta petite soeur me dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui dis, mais va demander à ton mec. Parce qu'apparemment, vous couchez ensemble. Ma petite soeur avait honte. Elle me dit, non. Je dis, non. C'est une chose que tu ne peux pas faire. Quelqu'un qui te suit spirituellement, tu ne peux pas coucher avec la personne. C'est impossible. Le remède ne va pas donner. Il ne faut pas le faire. Moi, elle m'a expliqué que non, il avait aidé quand elle avait dans des difficultés financièrement. Il a aidé. J'ai dit, ce n'est pas une raison. C'est pas une raison. Et pour le remercier, il te met dans son lit. Moi, j'étais dans tous mes états. Voilà, je vais me coucher. Je dors même pas. Parce que je t'ai dit, j'avais fait 7 jours, je dormais pas. C'est genre un petit sommeil de 10 minutes te prend. Je vois quelqu'un en blanc. J'ai pas vu le visage. Il me dit,
tu vas partir d'ici demain matin très tôt. Parce que s'il réussit à coucher avec toi, il va tout prendre. Tu es consciente qu'il a pris. Je dis, mais oh là là, je me suis levée, j'ai fait ma petite prière le matin. J'ai dit à ma petite soeur, moi, je suis en train de rentrer. Elle me dit, non, on n'a pas fait. Je dis, je suis en train de rentrer. Il s'est fâché. Il me dit, non, tu ne peux pas partir. Je dis, non, je suis en train de partir. C'est que je ne peux pas partir. Je ne demande pas votre permission. Ce n'est pas une prison ici. Je me suis levée, je suis partie. Bon, là, je n'ai même pas quitté la ville. Je suis allée voir une de mes grandes sœurs là. On était couchés, on a passé la journée. Et puis, bizarrement, quand j'arrive chez ma sœur, je suis fatiguée, je dors. Et puis, dans la nuit, on a veillé, on a papoté un peu. Je suis là, je reçois un SMS. Le monsieur, il m'envoie des menaces. Il me dit, si tu quittes la ville sans qu'on se voit, tu verras ce qui va t'arriver. Je dis, mais attends, celui-ci, il se prend pour qui? Est-ce que la guérison obligée, si je veux pas la guérison, mais qu'il me foute la paix? Si tu pars de cette ville sans qu'on se voit, tu vas voir ce qui va t'arriver. Je t'ai dit que je suis amoureux de toi, pourquoi tu te fous de mes sentiments? Je dis, mais attends, j'en ai rien à cirer de tes sentiments, je veux pas savoir. Et puis le mec a commencé à m'envoyer des menaces. Si tu quittes la ville, je te donne 9 jours. Je te donne 9 jours, tu vas voir ce qui va t'arriver. Au bout de 9 jours, tu vas mourir. Tu vas voir et tout. Il veut un peu jouer sur ma psychologie. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Mais sache une chose, que ce que tu as pris là, c'est pas quelqu'un qui me l'a donné. Je suis née avec. Et rassure-toi que tu ne vas pas l'utiliser pour te faire des sous. Et laisse-moi te dire que moi, je n'ai pas besoin de 9 jours. Je prends juste 3 jours. Je sais de quoi je suis capable, surtout quand je t'ai rien fait. Je prends 3 jours, je me mets à genoux, je prie et je montre ça à Dieu, on verra. Et si tu as pris mon don, tu sais de quoi il est capable, ce don-là. Tu sais ce qu'il peut faire, ce don-là. Il est resté tranquille et puis il m'a pu écrire, moi je l'ai bloqué. J'ai transféré ces messages-là à ma petite soeur lui disant, voilà les messages que ton mec m'envoie. Elle me dit, mais comment il peut faire des trucs comme ça? Je lui dis, moi je veux même pas savoir, je m'en fous, je veux plus rien avoir à faire avec lui. Mais DMG, je te mens pas, je sentais qu'il me manquait un truc. Il me manquait quelque chose, j'étais fatiguée, j'étais pâle, j'avais fané. J'arrive chez moi, ma voisine me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es allé te faire soigner quand tu es partie d'ici, tu avais bonne mine, mais là tu es sèche, il y a quoi? Je dis, j'en sais rien, je suis fatiguée, je vais t'en parler plus tard. Et puis, on se faisait suivre aussi par un autre prêtre. On va chez lui, net, il lance une neuvaine de 9 jours. Je dis, bon, Seigneur, je suis face à ce problème. Si le don que j'ai, c'est quelqu'un qui me l'a donné, ou bien c'est quelque chose de mauvais que j'ai, que ça parte définitivement et que je retrouve la santé. Mais si c'est que c'est toi qui m'as donné ce don et qu'il me permettra d'aider des gens, alors qu'il me revienne au bout de 7 jours. DMG, c'était mon intention de prière pendant la neuvaine. Au bout de 7 jours à l'église, il s'est passé quelque chose de formidable. Il s'est passé quelque chose de formidable. J'ai ressenti comme si on me rechargeait. On me rechargeait à bloc. J'étais ouf. C'est là où je rentre à la maison, je dis merci Seigneur et tout. Je recommence à ressentir tout ce que je ressens, je recommence à voir dans la nuit, je recommence à entendre des choses dont la petite voix qui m'aide souvent recommence à me parler et tout. Je raconte l'histoire à ma voisine. Ma voisine me dit, ah, si tu as pu récupérer ton don, on laisse tomber. Puis je ne savais même pas ce qu'il était devenu le monsieur, je ne demandais même pas à ma petite soeur. C'est après, je crois, 2 ans, elle me dit, est-ce que tu sais que le monsieur, il a fait la prison? Je dis, il est en prison, pourquoi? Elle me dit, après l'histoire avec toi, il a commencé à enchaîner des problèmes et tout et tout. Il allait en prison pour une histoire de terrain et puis il est ressorti. Bref, un tas de choses. Je dis, oh, moi je savais pas, il a eu combien? Elle me dit, quelques mois avec une grosse amende et tout. Je dis, ah d'accord. Après, elle me dit, et je voulais aussi te dire qu'il va demander ton numéro. Il dit qu'il veut te demander pardon. Je dis, mais me demander pardon pourquoi? Je joue la naïve. Je joue celle qui ne comprend rien. Me demander pardon pourquoi? Elle me dit, écoute ce qu'il va te dire. Je dis, d'accord. Quelque temps après, le monsieur m'appelle. Il me dit, est-ce qu'on peut se voir? Je dis, ok. Je me lève, j'y vais, toute confiante et tout.
Il me dit tout d'abord, je voudrais m'excuser, je voudrais te demander pardon. Ton don est un don de guérison et moi, associé à ton don, j'allais être très puissant, j'allais avoir beaucoup de fidèles, j'allais avoir beaucoup de malades et beaucoup d'argent. Et voilà pourquoi. Et je savais que si je te demandais de travailler avec moi, tu n'allais pas travailler avec moi. C'est pour ça que je suis passée par cette méthode-là. Ce soir-là, je t'ai vidé de ton don, je t'ai dépossédé de ton don et j'ai commencé à l'utiliser. Je dis, je sais que tu as pris mon don et que tu as commencé à l'utiliser. Il me dit, mais après, tout allait mal, tout allait mal. J'ai commencé à avoir des problèmes. J'ai couché avec une malade, sa famille a su, elle était mineure, c'est monté, c'est descendu. Et après ça, j'ai eu des problèmes de terrain dans la famille avec mes cousins. Je suis allée en prison pour une histoire de double vente et tout. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, le monsieur était là pour demander des excuses. Je lui ai dit, moi, j'ai pas de problème avec toi. J'ai pas de problème avec toi. Je suis passée à autre chose. J'ai récupéré ce qui m'appartenait. Et puis le reste, basta. Donc, voilà un peu. Chacun est parti de son côté. Ce numéro-là encore, je l'ai bloqué parce que je voulais plus rien avoir à faire avec lui. Je l'ai bloqué encore. Donc, pour conclure, je peux dire que il y a des choses que nous ressentons, il y a des choses que la petite voix nous demande de ne pas faire, mais par têtudesse, on se dit, ah, laisse les gens, c'est mon imagination, et puis tu fais ça. Si j'avais écouté, si j'avais fait attention à tous les signes, il n'aurait pas pris mon don ce jour-là. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai récupéré mon don et actuellement, je peux aider des gens. Je peux aider des gens, je travaille avec quelqu'un qui fait des prières aussi et qui aide. Je peux aider des gens et même dans ma famille, je peux aider et c'est le plus important. C'est le plus important. Donc ce prêtre-là a volé mon don, si on peut dire ça comme ça. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Dites-moi d'où vous regardez la vidéo en commentaire. Likez, commentez, partagez. Deuxième histoire. Bonjour DMG. Franchement, j'apprécie vraiment ton histoire, tes histoires que tu diffuses. Ça aide beaucoup à sensibiliser les jeunes filles de partout. Puisque quel qu'en soit le pays où tu te trouves, il y en a des faits divers qui se passent. Bon, moi c'est Catherine, née au Cameroun, grandie au Cameroun, mais présentement au Nigeria. Et d'origine béninoise et ma mère est du Nigeria. Bon, plus cette histoire que j'ai à raconter, franchement, c'est pour sensibiliser les jeunes filles qui se retrouvent par moments dans les situations difficiles. Et à cause de ces situations difficiles, elles finissent par sortir avec des sugar daddy, comme on appelle ici au Nigeria. Bon. Cette histoire est personnelle parce que c'est mon histoire à moi, puisque je me retrouve au Nigeria en 2010. Et quand j'arrive au Nigeria en 2010, je commence à vivre avec ma mère et mon père adoptif. Et en vivant là avec eux, la vie n'a pas été facile. Avec un certain niveau, ce dernier commence à me faire les avances. Je sors, je commence à me lancer dans la vie. Bon, en me lançant dans la vie, c'est comme ça que je rencontre un monsieur bien, un monsieur riche, puisque dans l'état dont je suis, il est une personnalité politique reconnue, donc j'aimerais faire taire son nom. Bon, quand je commence à sortir avec ce monsieur, il m'aide financièrement puisque je n'avais pas de maison. Il m'aide à trouver une maison. Je pars pour une chambre. Il me demande non, je peux partir pour une chambre moderne. Donc je pars pour une chambre moderne. Après 1 ou 2 ans, je pars maintenant pour une chambre studio, quoi. Je crois que c'est ça qu'on appelle. Bon, avec le temps de la relation, ce monsieur est marié, je tiens à vous informer, est marié et est plus âgé que moi.
Puisque à l'époque, je devais être dans mes 19, 20, disons 20 ans. 20 ans. Disons 19, 20 ans. Donc, ce monsieur est là au point où chaque fois que j'entretiens, j'essaie d'avoir une nouvelle relation avec un jeune gars, ça ne marche pas. J'ai sorti ce monsieur jusqu'à l'âge de 23 ans. Et je me rends compte que j'ai de l'argent et il me donne de l'argent. Et quand il me donne de l'argent, il s'assure que chaque jour j'ai de l'argent de poche et de mes besoins. Au début, en tant que jeune fille, je croyais que c'était la meilleure vie. J'étais à l'aise, je vivais à mon niveau. En tant que jeune fille de cet âge, je faisais bien. Alors quand je demande à ce monsieur que j'ai besoin d'argent pour ouvrir une boutique personnelle, il me fait comprendre qu'avec le temps, je l'aurai. Alors, en tant que jeune fille qui sort aussi, j'ai réussi à garder l'argent et j'ouvre une boutique personnelle pour moi. Dès que j'ouvre la boutique, il me dit, mais ça, ce n'est pas le plan que j'ai pour toi. Alors, entre-temps, quand je vous raconte, les choses ont commencé à changer critiquement dans ma vie. C'est-à-dire, je rencontrais les hommes super riches, mais ces hommes, quand ils parlent du mariage avec moi, une chose ou deux choses vont se passer et tout bascule. Ça a toujours été comme ça et comme ça, jusqu'au point où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors un jour, je dors dans mon sommeil, je rêve, et dans le rêve, j'entends comment quelqu'un me dit, je voulais passer. Et quand je veux passer sur ce chemin, quelqu'un me dit, non, tu es une reine, tu n'as pas le droit de passer là. Tu dois t'asseoir et envoyer quelqu'un. C'est là que je tourne, je dis à la personne, ah, comment tu peux me dire que je suis une reine? Je ne suis pas une reine. Je suis une fille, une jeune fille normale. Il me dit, non, que tu es une reine, je vois la couronne sur ta tête. C'est alors là, tu sais, quand pour certains de nous, ceux qui ont fait le Nigeria, on connaît que le Nigeria est très spirituel. C'est alors là que le plus souvent, quand je veux entretenir un nouveau truc, peut-être en cachette, ce monsieur va me dire exactement ce que je suis en train de vouloir faire sans que je lui dise ou j'ai eu à le raconter. So, c'est là alors que je rencontre un homme de Dieu. Ici au Nigeria, on a un prophète. Un prophète qui fait les travaux sur moi, il fait le premier travail, je paye une somme d'argent, il dit qu'il fait le travail spirituel, mais ça ne me donne rien. C'est là alors dans mes recherches, j'avance. Quand j'avance, je ne trouve toujours rien de favorable, s'il te plaît. Tout est flou. Certains me disent, tu as un mari, homme, tu as un mari, il va t'épouser, il est ceci. Mais non, ça ne donne pas. C'est là que je reste après mes 23 ans. Disons, quand j'entre à mes 24 ans, je rencontre un jeune gars qui est prêt à me marier et tout et tout. On est prêt, on fait tout. Donc, j'accouche mon premier enfant. Et quand j'accouche cet enfant, l'enfant est mort le jour de la naissance même. Et j'évitais ce monsieur, mais il essayait toujours de maintenir le contact avec moi, jusqu'au point où il prétend ne pas savoir que j'ai été enceinte pour 9 mois et j'accouche. Quand le gars en question meurt, mystérieusement, le gars meurt et je me retrouve seule, sans enfant, sans homme, et je suis seule. Après avoir dépensé tant d'argent sur la maladie de ce gars, pour chercher la solution et tout, pas de solution. Tout ce que j'avais est fini. C'est comme ça que je me retrouve à la caisse de départ en train de sortir ce monsieur encore. Et comme nous sommes ensemble, il n'a jamais fait allusion, je tiens à préciser que nous sommes toujours dans une même ville. Il n'a jamais fait allusion qu'il a su que j'étais enceinte ou il a su que l'enfant est mort. Il prétend ne pas être au courant. C'est là que je dis, ok, je garde l'argent qu'il me donne, je fais comme s'il n'y a rien aussi. Quand je garde l'argent, c'est là qu'une copine de moi, une fille nigérienne, précisément de Bénin, me fait aller chez eux, dans leur contrée. Dès que j'arrive chez eux, elle me fait voir une maman qui fait le travail spirituel et elle le fait mysticalement. Tu vois, un peu le disons, les marabouts. C'est là que cette dame s'assoit avec moi, elle me raconte. Je ne croyais franchement, j'étais quelqu'un qui ne croyait pas à la réincarnation. C'est là que la femme me raconte que franchement, je suis une réincarnation et que ma première réincarnation, j'étais morte sans achever
ma mission sur Terre et que ma deuxième réincarnation, un homme m'a tué par dispute de mariage et que cette chose est toujours en train de vouloir se répéter et que l'homme qui est présentement devant moi veut que je l'épouse et que je m'assure par-dessus tout que je ne l'épouserai jamais. Sinon, je me retrouverai morte. De la même manière, puisqu'il est très jaloux et il bloque tout. C'est là que la femme me fait voir à travers un tissu rouge, quoi. Elle me fait voir ma position, d'où le type me met et je suis assise comme une reine. Avec une couronne sur la tête, bien habillée et décorée, j'étais stupéfait. Et je lui dis, ça veut dire que quoi? Elle me dit, ça c'est ta position. Et que si je n'ai pas constaté qu'à chaque fois, ce monsieur me dit, je suis son porte-bonheur, je suis sa chance, et tout, qu'il ne peut pas me laisser partir, et que voilà ça. Voilà d'où je suis. Et tant qu'il m'a mise dans cette position, je suis une propriété privée. Et que même comme je suis là, à l'heure-ci, avec elle, et qu'il est en train de voir ce qui est en train de se passer, c'est là dont je supplie cette femme. Je supplie cette femme, je dis à cette femme, je ne peux pas accepter sa demande d'épouse. Et tout. C'est là que cette femme elle commence à faire le travail spirituel, où elle commence d'abord par m'enlever sur cette position qui m'a positionné et à nous détacher le lien spirituel et à me détacher de lui. Comme je disais alors, après qu'il m'a détaché de lui et tout, après 2 ans, c'est là que je rencontre mon mari, l'homme à qui je suis mariée aujourd'hui et j'ai une petite fille. Cette histoire un peu, c'est pour sensibiliser les jeunes filles, pour leur faire comprendre que les voleurs des étoiles sont là, dehors. Tu ne peux pas t'en en passer. Tant que tu sors avec un homme plus âgé que toi, il est plus expérimenté que toi, que ce soit physiquement ou spirituellement, il est plus expérimenté que toi. Et s'il te plaît que les jeunes filles rentrent à la maison. Je sais que je ne suis pas très bien en français, s'il vous plaît, mais je me bats parce que l'anglais a déjà tout pris de moi. Mais j'essaie de sensibiliser les jeunes filles, puisque certaines jeunes filles finissent même par épouser leur sugar daddy. Quand tu épouses ton sugar daddy, tu ne sais pas pourquoi il t'épouse. Tu te dis qu'il t'épouse parce qu'il t'aime, mais il t'épouse par rapport à ton étoile. Il te donne, il se sert de toi. Par moment, quand il finit avec toi, tu es en épave. Par moment, quand il finit avec toi, tu peux toujours être marié à lui, tu as des enfants, mais tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu, tu n'es pas en train d'atteindre, parce qu'il est celui qui brille. Tu es seulement la femme d'un riche monsieur qui dépense l'argent. La vie facile n'aboutit à rien. Aujourd'hui, j'ai un mari, il fait mieux de son côté, mais je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a exposé, il m'a vite ouvert les yeux. C'est ce que je voulais raconter DMG aujourd'hui, c'est mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire et je tiens à préciser que je ne mets pas les gens en contact. Je ne donne pas les numéros des abonnés aux pasteurs, aux imams, aux marabouts, quoi que ce soit. Ici, tu racontes ton histoire, on prend les enseignements. Si tu as besoin d'un conseil, tu lis dans les commentaires. Point final. Donc, si quelqu'un vous propose des services DMG TV avec un marabout à côté, ce n'est pas moi. Hein? On passe à la troisième histoire. Bonsoir DMG, moi c'est Maëlle. Cette histoire en fait, c'est une histoire qui m'a vraiment traumatisée quand je faisais la classe de 5e. Et c'est quelque chose que je n'ai pas l'intention d'oublier maintenant parce que ça m'a vraiment fait peur. Alors j'étais à l'école, maintenant j'étais gravement malade ce jour, gravement. Alors on m'a donné un billet de sortie pour rentrer à la maison. Je prends dans le chemin de la maison, de la route quoi, pour prendre la voiture là en deux côtés pour rentrer à la maison. Je suis en train de marcher à un certain niveau, je n'arrive plus, je dis encore ici, je ne peux plus, si c'est la mort que ça arrive, je ne peux plus. Je vois dans une pierre là, je m'assois, ça n'allait pas. Subitement, je vois une grand-mère, je ne sais pas d'où la grand-mère sortait, je ne sais vraiment pas. Elle me demande, ma fille, c'est comment? Je dis que ça ne va pas, je me sens vraiment pas bien. Alors elle m'amène chez elle. Elle m'amène chez elle, elle me dit viens, je suis derrière elle, je marche, j'entre chez elle. Moi qui n'avais pas la force pour arriver à la maison, elle me donne de l'argent pour aller acheter le lemon, là, l'Agapé, collège l'Agapé là. J'ai eu la force d'arriver à l'Agapé pour acheter le lemon.
Quand j'arrive, donc, elle me presse le lemon avec les petits comprimés de grammes, elle me donne, je bois. Après, elle me demande, elle me dit, va te laver. Je pars, je me lave, je me oigne. Après, elle me dit, rentre. Je t'assure, on me demande de rentrer, mais je n'arrive pas à rentrer. Je dis non, je ne peux pas, ça ne va pas. Elle me dit, mais je ne peux pas te laisser chez moi vu que je ne te connais pas. Je dis que pardon, même si c'est à la véranda qu'il faut que je me couche. Je me couche, après je vais me lever pour rentrer. Elle me dit d'accord, je me couche dans la véranda. Après la sonnette de l'école, là, quand ça a sonné, je saute. À peine je saute, elle ouvre le portail, elle entre. Bah, je lui ai dit merci, je suis rentrée. Je suis rentrée, j'ai expliqué ça à ma maman, m'a dit, ah, tant mieux. C'est comme ça, donc, le lendemain, en fait, quelques jours plus tard, je me lève donc, en rentrant des classes, j'explique donc ça à mes camarades, je dis que pardon, alors on dit merci à la maman. On arrive, on secoue le portail, on toque, rien. Je dis donc à rentrons, elle ne veut pas ouvrir, rentrons. Nous sommes donc en train de marcher en tant que pour les enfants, comment on jouait, enfin on jouait. Subitement, je me tourne. Je vois comme dans les films nigériens là, les dames qui attachent les pannes blancs là, avec les chaînes rouges. Elle était pieds nus, avec les cheveux afro. DMG, j'ai eu la peur de ma vie. Je dis quand je me suis tournée, quand j'ai vu la dame, merde. Je dis dans mes camarades qui regardaient un peu derrière. Quand eux-mêmes ils ont vu, et que c'était le marathon. Et que, on ne sait pas comment on a fait pour arriver en Ndokochi à l'instant là. On a couru. On ne sait pas comment on a fait pour arriver là-bas. Alors, mon histoire c'était juste pour sensibiliser surtout les enfants qui fréquentent là. Nos petits frères qui sont dans les collèges et les lycées là, qui fréquentent. Pardon. Quand vous voyez, peu importe la personne que vous voyez en route, même si vous êtes malade en train de mourir et que la personne dit que non, viens chez moi, je vais t'aider. N'acceptez pas. N'acceptez pas. Parce que ce jour, je ne sais pas si c'était Dieu, si ce n'était pas Dieu, je ne sais pas si j'allais encore en vie en ce jour. N'acceptez surtout pas, pardon, n'acceptez pas. Rentrez chez vous. Même si on vous dit, non, viens, je vais t'aider, on va venir me chercher. Merci DMJ, c'était mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Merci pour tous vos commentaires, tous vos likes, vos partages et tout. 4e histoire. Bonjour DMJ, vraiment merci pour ton concept. Il est vraiment édifiant et unique. De mon jeune âge, je suis déjà au courant de beaucoup de choses et je sais déjà comment agir face à telle ou telle situation. Donc, je te dis merci et big up, continue et va de l'avant, je t'assure. Tu as tout mon soutien. Maintenant, l'histoire que je vais vous narrer est celle de l'amie à ma grande cousine. En fait, à l'époque, on vivait à Douala, dans un quartier que je vais taire le nom. Et ma grande cousine avait l'habitude de venir chaque week-end, 2 fois par semaine, nous rendre visite parce qu'elle était étudiante, donc elle n'avait pas cours tous les jours. Un jour, donc, elle vient un week-end, comme on avait l'habitude de s'asseoir, passer le temps, faire des activités ensemble. On s'assoit, donc elle commence à nous raconter les histoires jusqu'à ce qu'elle tombe sur cette histoire. Il s'agit de sa copine qui était dans le site de rencontre que je vais taire le nom. À l'intérieur, elle voulait l'homme parfait. J'ai un homme beau, riche, un homme qui possède, comme on appelle généralement les 3 cartes d'identité, dont le passeport, permis de conduire et la carte nationale. Donc, elle voulait seulement les hommes là, ce style d'homme. Venant d'une famille moyenne, elle trouvait que les revenus qu'elle avait, que ses parents avaient été très insuffisants pour subvenir à tous ses besoins. Donc elle s'est lancée dans la vie du dehors et ça n'a pas marché. Elle a donc décidé de s'inscrire dans les sites vu qu'on l'avait parlé que non, tu peux trouver un bon homme, un fructueux
dans ce site. Donc, elle y va donc. Au début, elle faisait la rencontre des hommes pas mal, hein, de revenus moyens, mais elle ne voulait pas. Elle disait que non, moi je veux un homme qui a l'argent, qui a les droits, qui a la quantité. Si ce n'est pas ça, moi je préférerais continuer dans ma vie de dehors parce que je ne suis pas satisfaite et j'ai des problèmes, j'ai des besoins, je dois. Tout le temps, elle se plaignait, elle rencontrait un gars jeune, elle ne voulait pas. Elle rencontrait même des gars avec des salaires assez. Elle dit que non, si tout ça, est-ce qu'il va subvenir à mes besoins et tout et tout. Donc, elle n'était pas en fait satisfaite. Elle dit que si ça ne va pas, elle dit que dans les sites là, on peut également vendre le piment comme elle a l'habitude de dire, ce qu'elle va faire. Mais pour l'instant, elle cherche d'abord. Si elle ne trouvait pas, seulement se lancer dans ça. C'est comme ça qu'un jour, dans sa quête perpétuelle d'un homme fructueux, elle tombe sur un jeune qui, je te dis, DMJ, comme ma grande cousine nous l'avait raconté, était comme elle voulait. Riche, beau. Donc, tous ces critères qu'elle recherchait chez un homme, elle dit que le monsieur là avait ça. Maintenant donc, qu'est-ce qui se passe? Première rencontre avec le monsieur lui donne argent de transport 300 000. Elle dit que Seigneur, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Depuis j'étais là, je fais les rencontres ici dans le site-ci, mais argent de transport 2000, 1500. Quand le monsieur a tué ses 5 000 qu'il me donne comme un transport, vraiment, après quand tu écris au monsieur, tu causes avec lui, tu expliques même tes problèmes, il ne veut même pas t'aider. Mes premières rencontres, 300 000, Seigneur, tu as exaucé mes prières. Elle était heureuse. Les gars ont commencé la relation. Ils vivaient le parfait amour. Elle était sûre qu'elle a trouvé son homme. Petit souci, elle appelle. Bébé, j'ai besoin de ça, il envoie. Bébé, il envoie. Sorti, parti, restaurant, boîte de nuit, restaurant chic et tout. Vu que la relation était seulement basée sur le téléphone des restaurants, il fallait qu'un jour, elle puisse au moins se voir où il habite. Elle se plaint loin de Dieu. Elle dit que non, tu es toujours en train de m'emmener dans les restaurants, les cinémas, les piscines et tout, mais tu m'as jamais présenté ta maison, donc j'aimerais venir chez toi un jour. Je dis ok, pas de problème, moment venu, je vais te faire ça. C'est comme ça qu'une semaine après sa plainte, le monsieur l'invite, il dit donc viens à la maison. Je suis là. Il était quelle heure? Il était 22h. Elle dit ok, toute la journée je suis là, tu m'appelles pas que on va se voir. Tu me dis rien. Et moi, je suis même d'abord prête, je suis même d'abord coiffée, tout. Il dit que waouh, nous ça à la maison, est-ce que tu as besoin de ça? Moi, je t'aime comme tu es, donc viens seulement. Il dit que non, le transport, il dit que prends le dépôt, je l'ai payé. Après, il dit que non, dès avait des excuses, le monsieur a convaincu la fille jusqu'à elle est partie. Arrivée chez elle, elle dit qu'elle est arrivée. Façon dont elle a vu la maison, elle a dit que Seigneur, je suis au paradis sur terre. La maison était marbrée du sol, du salon et dans toutes les chambres. Cuisine, pareil. Elle a fini de faire la visite guidée. Elle est venue s'asseoir. Elle dit donc à son chéri que j'ai faim. Mais ça dit qu'il y a proprement dans la cuisine, tu ouvres les frigos, tu vas voir ce qui te plaît, tu vois. Elle ouvre un frigo, elle ne voit rien. Elle ouvre le deuxième frigo, elle ne voit rien. Elle part donc maintenant ouvrir le congélateur. Et le congélateur, sa grande surprise avec le cadenas, mais le cadenas n'était pas fermé. C'était juste renversé, mais c'était pas fermé. Elle enlève le cadenas, elle ouvre. Seigneur, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit les têtes humaines et les parties du corps humain des femmes.
dans les plastiques attachés. Mince. Elle referme comme si elle n'a rien vu. Et le monsieur avait le sentiment que elle a découvert son secret. Elle passe s'asseoir dans sa main. Elle dit que moi je n'ai rien trouvé. Moi je mange le pain avocat et tout et tout. Mais c'est toujours que j'envoie dans mon garde du corps. Il part t'acheter ça. Il dit non, moi je veux partir. Est-ce qu'il va m'acheter l'avocat que je veux et tout et tout. Moi je veux seulement choisir moi-même mes avocats. Je suis très compliquée. Les femmes là font souvent genre. Les avocats ne sont même pas encore à maturité. Elles vendent ça aux gens et tout et tout. Ok, allons-y. Il démarre sa voiture. Elle est le garde du corps. Arrivé devant la boulangerie, que je vais également taire au nom, et elle voit des femmes. Généralement, ici au Cameroun, il y a des femmes qui vendent les fruits et les avocats devant les boulangeries. Elle voit donc une maman, elle appelle une maman. Ta maman vient. Elle dit que ma tête, les avocats ne sont pas. Maman convainc la fille, dit que ma tête, les avocats ne sont pas de bonne qualité. Moi, je veux aller, je ne veux pas ça. On appelle une deuxième femme. Elle dit toujours la même chose. La troisième femme vient. Au final, elle prend l'avocat. Après, le monsieur dit donc, ok, je vais envoyer mon garde du corps, aller te prendre le pain à l'été. Elle dit que non, moi, c'est compliqué en fonction de la farine. Je n'aime pas les pains trop durs, trop croustillants, trop mous. Bref, j'ai mon style de pain là que j'aime. Et que le monsieur dit que, mais le pain, c'est le pain. Il dit non, non. Elle entre donc. Le monsieur accepte qu'elle entre. Sachant qu'il y a une seule porte de sortie, non. Donc, si elle fuit, il va voir, vu qu'elle était garée devant la boulangerie. Elle entre, regarde du corps, elle a le monsieur dehors, hors de la voiture. Il s'adosse. Elle entre. Dès qu'elle est seulement entrée, direction derrière les casiers de paupières. Donc, vous savez, dans les boulangeries, à Douala, généralement, il y a les buvettes à côté d'or. Ce qui est sûr, c'est que forcément, il y a un endroit où on range les casiers de bière. Donc, elle se place derrière les casiers de bière, mon Dieu. Caché, 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 jusqu'à le monsieur arrive, le monsieur dit que ouais, la fille, il attend la fille, rien. Il part, il demande à la caissière que je dis, la jeune fille, il dit que maintenant on n'a vu personne, regardez peut-être aux toilettes. On regarde aux toilettes, il part regarder aux toilettes, il ne voit personne. Et pourtant la fille était cachée. Dès qu'il est sorti de toi, au niveau du couloir, il y avait un couloir où on rangeait tous les casiers de bière là. Il sort, il dit que mon Dieu, j'ai perdu cette fille. Mon sacrifice du minuit, je suis foutu. Je ne serai plus rien. Le gars part, il sort. Il fouille, il contourne la boulangerie. Le gars du coche de son niveau. Il était à 23h50. Il devait livrer le sacrifice à minuit. Mais il tourne, rien. En retard. Et il part. Et il revient encore pour faire comme si la fille va peut-être essayer de sortir. La fille était restée dans la boulangerie. Parce que c'était déjà le boulangerie qui travaillait pendant 24 heures sur 24. Rien. La fille est restée. La fille était là. Elle était là que non. Je ne sors pas. À 3 heures que la fille sort, elle a pris un taxi directement dépôt à la maison. Qu'elle est arrivée, non. Elle n'est même pas encore chez elle. Elle est venue chez ma grande cousine. Parce que ma grande cousine, leur maison était en bordure de route. Arrivée, toquer, ouvrir la porte, embrasser ma grande cousine qui est sa copine. Dire que j'ai échappé à la mort. Le tout, sinon, je ne vais plus jamais faire la vie du dehors. Le tout, sinon, je sors de ce site de rencontre. Je ne veux plus. C'est comme ça qu'on le connaît. Elle dit qu'elle ne sait même pas comment le monsieur est devenu, où il est devenu, comment. Elle n'a plus jamais eu de ses nouvelles. Il n'a plus jamais appelé. Il n'a plus jamais fait signe. Elle dit que heureusement, si elle le joue là, elle avait ses 2000, elle a pris le dépôt. Elle a supplié au taxman que pardon, on part. Si tu ne veux pas prendre les 2000, non. Là où je vais arriver, on va payer. Le monsieur a pris 2000. Il dit que c'est quoi? Il dit que je ne peux même pas te raconter maintenant parce que moi, je ne sais pas. Si je suis encore en vie, peut-être qu'on m'a même tué. C'est mon esprit qui prend le taxi. Donc, elle était dépassée. Elle est rentrée. Elle a raconté dans ça ma grande cousine, qui nous a également narré l'histoire.
Donc, DMG, c'est pour dire que le mal se trouve partout. Même dans les sites de rencontres que nous sommes là. On dit que nous, les hommes ne me draguent plus physiquement. Les hommes qui me draguent physiquement ne sont pas les hommes ayant les caractéristiques dont je recherche. Ou bien les hommes qui me draguent physiquement ne correspondent pas à mes critères. Voici ça. Même les sites de rencontres là. Il faut faire très attention à qui nous rencontrons dans ce site. S'il vous plaît. Parce que même là-bas, il y a les mauvaises personnes. Même là-bas, il y a ceux-là qui viennent pour chercher les âmes à livrer à Lucifer. Donc faisons gaffe. C'est tout pour mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bon après-midi, DMG. Ça, c'est ma 2e histoire et elle est juste pour sensibiliser aussi les jeunes, que ce soit hommes ou femmes, qui aimeraient se lancer à l'aventure, en aventure, et que la vie n'est pas facile comme ils croient. Ça, c'est l'histoire d'une voisine à moi, dont son petit frère décide de quitter le pays, le Nigeria, pour se rendre au Qatar, sous prétexte qu'il joue le ballon et qu'il a eu la chance d'entrer en contact avec une femme blanche et cette dernière a besoin de lui. Cette dernière est là, elle va lui sponsoriser et tout. Bon, étant donné qu'il sort d'une famille pauvre, tu sais, franchement, quand tu sors d'une famille pauvre par moment, et surtout quand la pauvreté a déjà borné tous les membres de ta famille, tout le monde est même fier de l'opportunité. C'est là que cette femme lui fait comprendre d'où il allait voyager. Il allait faire un tour en Guinée pour aller rencontrer quelqu'un qui allait l'aider à faciliter ses papiers. C'est là que le jeune homme se décide d'aller en Guinée et il arrivait, selon lui, arrivé en Guinée, il rencontre un autre blanc qui est là en Guinée, un blanc arabe. Oui, il dit que c'était une famille arabe. Ceux-là l'accueillent, lui disent de venir et tout. C'est là que il vit, il dort dans la maison. Le monsieur lui fait comprendre qu'il va passer 2 semaines et après les 2 semaines, il va monter. Et la femme lui fait comprendre que les 2 semaines qu'il va passer là, il se peut qu'il ne vienne pas directement au Qatar, mais il rentrera en Belgique, puisque c'est en Belgique qu'il y a le club que lui va travailler. Alors il appelle sa soeur ici, il le tient informé, sa famille, tout le monde est joyeux. D'après ce qu'il dit, il s'en rend compte que le monsieur a une chambre particulière, dont il y a d'autres grands monsieur qui entrent, et quand ils entrent, ils sortent, ils entrent, ils ressortent, et ils voient des jeunes gars comme ça là, un peu tristes et abattus. On les fait sortir, il dit qu'il n'a pas prêté attention, franchement, parce que on lui servait bien, il était bien. C'est alors là, une nuit aux environs, après avoir passé là 3 jours, une nuit aux environs de 2 heures, le monsieur toque à sa porte. Quand le monsieur toque à sa porte, il ouvre, le monsieur lui dit, assois-toi, on a causé. Le monsieur lui dit, il dit, oh monsieur, oui, je t'écoute, mais ça c'est minuit. Le monsieur dit, oui, franchement, c'est à l'heure-ci même que la causerie est bien à causer. C'est là que le monsieur lui fait comprendre que, bon, tu vois l'Europe que tu veux partir, il te faut beaucoup d'argent. Il te faut les connexions, je suis prêt à tout te donner, mais en une condition, tu le feras pour moi. J'ai vu tes photos me plaisent, tes étoiles brillent, ton étoile est très brillante et très attirante, et ton énergie sent bon, tu as une bonne énergie, et j'aimerais avoir. Ce dernier, ne comprenant pas ce que ça veut dire, commence à demander au monsieur, de quoi tu parles d'énergie? Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur lui dit, comme tu me vois,
Je suis prêt à tout faire pour toi, mais je dois te sodomiser. C'est là que le gars dit non, qui n'a jamais fait ça dans sa vie. Le monsieur dit que ça ne va pas, problème, je vais t'aider et je vais te faire, tu n'auras pas mal, tu n'auras rien. C'est comme ça que le monsieur sort les dollars. Il dépose, puisque je ne sais pas combien c'était, puisqu'il a seulement dit un lot de dollars. Il dépose, il fait comprendre au type que lui, il peut le faire et il peut lui faire s'en sortir. C'est alors qu'il permet le type de lui pénétrer. Et quand le type lui pénètre, à un certain moment donné, il dit qu'il a une sensation comme si c'est un serpent qui est dans lui. Puisqu'au fond, il ressent de cette pénétration de son anus jusqu'au... pardon de l'expression, mais j'essaie de dire, de raconter l'histoire telle qu'elle est, de son anus jusqu'à ses intestins, quelque chose qui est en train de lécher et tout. Et quand il essaie de se tourner, ce n'est pas que le type lui est pressé. Non, il est là, mais quand il essaie de se tourner, il n'arrive pas. C'est comme une force qui lui est bloqué là, et ce monsieur est là derrière lui. Quand ce monsieur dépose les mains sur lui, c'est comme si c'était un animal, quelque chose comme un gorille qui le touche, mais dedans il ressent comme un serpent. Il crie, il lui dit j'ai mal, mes intestins, tout, je n'arrive plus. C'est là qu'il lui dit, personne ne lui répond. Du moment où il ressent comment quelque chose du mythe, quoi. Ça veut dire il a versé. Disons, j'utilise le terme qu'on n'a pas envie de dire, il a ju. Et il retire son sein. Que quand le monsieur est en train de retirer son sein, il ressent vraiment comme un serpent qui est en train de tirer vers lui. Et quand le type retire son sein, dès qu'il se tourne, il constate que le sexe du type est en train de redevenir à la normale. Il crie. Le monsieur dit non, que rien ne va l'arriver et que ça va, qu'il allait lui faire rentrer. Bon, il dit qu'il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe puisque le matin du jour, il s'endort. Il s'endort jusqu'au point où il s'en rend compte qu'on lui a mis dans un vol d'avion qui revenait pour le Nigeria. Sans qu'il ne sache, il était toujours endormi et on lui dépose à l'aéroport avec une somme d'argent. C'était une somme d'argent puisque le montant est inconnu, une grande somme d'argent. C'est comme ça qu'il s'en rend compte qu'il est au Nigeria stupéfait. Il prend son corps, il rentre à la maison familiale, lui raconte son histoire. Après avoir raconté son histoire, près de, je crois, 2-3 jours, il meurt. Juste d'un coup, il se couche, il ne se réveille plus, pas de douleur, rien, il meurt. Rien à signaler, rien. Il est juste mort. Comme ça, cette histoire est vraiment pénible puisque c'était un jeune gars que je connaissais et plein de vie. Et ce qui fait même qu'on est au courant de cette histoire, c'est qu'au moins s'il a eu à raconter ce qu'il a eu à traverser jusqu'à aujourd'hui, et il est le seul garçon de cette famille. Et c'est comme ça qu'il est décédé, sans aller en Europe et rien. Merci. Maintenant, on passe à la sixième histoire. Hello, bonjour, good morning, Bolo à toute la famille, Bolo à DMJ TV, comment allez-vous? Bien, j'espère. Alors, merci encore de m'accorder cette plateforme pour m'exprimer librement. Voilà, aujourd'hui, je viens vous raconter 2 histoires en 10 minutes, bien sûr. La première histoire, je vais l'intituler « Le rêve éternel ». C'est l'histoire d'une collègue qui ne veut pas se prononcer, donc je viens raconter pour elle. Donc c'est une histoire qu'elle a vécue quand elle était enfant. Elle était âgée environ de 12-13 ans. C'est une histoire qui s'est passée dans un des villages d'un pays voisin dont elle est originaire. Donc elle vivait à cette époque-là avec sa grand-mère et son petit frère. Leur maman c'était le genre de maman insouciante. Elle était toujours partie et le père était inconnu, d'où ils vivaient avec leur grand-mère. Elle, qu'on va appeler Anne, et son petit frère, qu'on va appeler Junior.
Déjà, je tiens à préciser en amont que les prénoms sont inventés. Donc voilà où ils habitaient. Derrière leur maison, il y avait un puits. Et à côté de ce puits, il y avait une cour où ils avaient l'habitude de jouer, Anne et son petit frère Junior et les autres gamins du village. Donc c'est comme ça, un jour, un après-midi, ils étaient en train de jouer comme d'habitude. C'est comme ça, un moment, par accident, Junior tombe dans le puits. Donc il tombe dans le puits là, qui était derrière leur maison, à côté de là où ils jouaient avec les autres. C'est comme ça, Anne, elle arrive toute paniquée, affolée. Donc elle appelle Junior, Junior, Junior. Rien à faire. C'est comme ça, elle commence à pleurer, elle pleure en même temps. Elle appelle sa grand-mère. Eh, mamie, mamie, oh, c'est comment? Junior est tombé dans le puits. Que comment? Junior est tombé dans l'eau. Il est tombé dans le puits. Il est tombé comment? Je ne connais pas, oh mamie. Il est tombé. Je ne le vois pas. Tu veux me dire que quoi? Que mon petit-fils est mort? Oh, tu as tué mon enfant. Tu as tué mon fils. C'est comme ça, l'histoire dégénère. Ça devient maintenant un grand problème là, dans la famille. Donc, pour eux, maintenant, la famille qui se sont unis là, avec même la mère elle-même insouciante de Anne là. Pour eux, maintenant, c'est Anne qui était responsable de la mort de son petit frère. C'est comme ça qu'ils l'ont mis la culpabilité là. Donc, jusqu'à la chasser, renier que tu ne fais plus partie de la famille. Notre enfant est mort à cause de toi. C'est comme ça que Anne était partie. Bon, malgré ça, elle ne s'était pas laissée abattre. Elle avait continué à vivre et tout. Et voilà, donc 10 ans plus tard, elle revient quand même là par surprise pour genre comme une réconciliation, chercher à comprendre un peu et tout. Donc elle arrive là, c'est la mère là qui l'aperçoit, même la mère était dans la cour, elle aperçoit Anne là arriver. Tu n'ancres pas ici, n'ancre pas ici. Tu as tué mon enfant. Retourne. Je ne veux plus te voir. C'est comme ça qu'elle l'avait encore chassé à nouveau. Donc Anne est repartie comme ça dans sa vie, s'est cherchée. Elle est bien, elle a un bon mari, des enfants adorables, un bon travail. Mais c'est juste le poids là, cette culpabilité là qu'ils ont mis en elle. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 22, 23 ans qu'elle vit avec ça. Dans sa tête, en fait, cette culpabilité-là d'être à l'origine de la mort de son petit frère. D'où elle fait toujours le même rêve. Jusqu'à aujourd'hui, elle fait toujours le même rêve. Elle rêve toujours son petit frère Junior, soit il est en train de jouer autour de la piste, du puits, ou soit il est assis sur le puits-là, attristé. C'est toujours le rêve qu'elle a toujours fait chaque soir, même quand elle fait la sieste. Elle fait toujours ce rêve-là. Donc maintenant, je ne comprends pas en fait, je m'interroge le côté mystique, je ne sais pas en fait d'où le côté mystique vient là. Voilà, donc si vous pouvez aussi me dire en commentaire, voilà, pour qu'on comprenne tous. Donc c'est ça. Et qu'elle a tenu me partager avec moi et que moi à mon tour, j'ai tenu partager avec vous. Voilà, donc c'est ça pour la première histoire. Et maintenant la deuxième histoire, je vais l'intituler « Un bébé de 25 ans ». C'est l'histoire d'une grande sœur, bon, une cousine par alliance. Elle était très belle. Donc, c'est comme ça, à l'âge de 17 ans, 16 ans, oui, elle était en seconde. Elle était tombée enceinte. Donc, ça fait un scandale dans la famille, tout le tralala, comme vous savez. Voilà, tu vas foutre tes études en l'air, tu es allé ramasser une grossesse et tout. Malgré ça, elle avait décidé de garder et de mettre au monde un petit garçon. L'enfant est bien né. Au bout du 5e mois, la tête de l'enfant là commence à grossir. 6e mois, grossir. 7e mois, grossir.
Donc, il était devenu comme un extraterrestre, quoi. Un phénomène. C'est comme ça maintenant. Un jour, on est là comme ça un soir. On regarde la télévision au journal de 20h. C'est à base de Monsieur Zedam, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information de 20h. Une tête énorme a été découverte dans tel quartier. Comme ça là, que la nouvelle de l'enfant là s'était propagée. Donc maintenant les gens, les curieux jusqu'aux blancs voulaient toujours se rapprocher auprès de la famille pour savoir, ils vivaient dans un terrain familial. C'est comme ça, elle était insouciante, elle s'en foutait. Elle voyait que quoi, une belle femme comme moi, je ne peux pas mettre au monde un phénomène pareil. Donc pour elle, elle était là. C'était à base de « Meurs, 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 meurs !» Oh, c'est quoi? T'avoir accouché, c'est être ton esclave. Voilà sa mère. Toi là, tu disais ta fils, mère, mère, mère. C'est toi qui vas mort avant lui. Oh, pardon maman. Je ne suis pas là dans vos conneries là. Si tu veux, tu le manges. Tu le portes même. En tout cas, fais-en ce que tu veux. Je ne suis pas là dans vous. Je me tire. Elle met son rouge à lèvres, ses talons là. Oui, parti. C'est nous qui gardons ta fils. Tous les os, tous les os. Oh, lâche-moi. Elle s'en va. C'est comme ça dans sa recherche là, de sa vie, qu'elle se voyait trop belle là. Elle rencontre un Européen. Donc, l'Européen là maintenant, il est fou amoureux. C'est comme ça, elle se retrouve maintenant en Europe avec le blanc en question. Donc, elle part, elle ne dit même pas au revoir à ses parents. Elle avait carrément abandonné son fils là, qu'elle s'en foutait. À personne, elle n'avait dit. Donc, c'est maintenant quand elle arrive là-bas en Europe qu'elle appelle un voisin. À base que non, il faut dire à ma famille là que je suis déjà en Europe, je suis bien arrivée, en tout cas je les salue, bye bye. Donc elle a commencé à mener sa vie là-bas en Europe. Elle ne s'occupait pas de sa famille, l'enfant qu'elle avait abandonné. C'est du genre, lui, sa tête est tellement énorme qu'il ne tient même pas assis. Donc, soit il est allongé, soit il est assis, mais adossé. C'est ça, ses deux bottes. Donc il est assis là, adossé. Ou il est allongé. Mais il parle bien, il a toute sa tête, il mange bien. C'est le genre, il a même la bouche. Il insulte même les gens. Hé, toi là, si tu continues à me parler, je vais venir te frapper là-bas. Mais il ne bouge jamais. Celui qui insulte les gens là, il est toujours là. Donc c'est quelqu'un, en tout cas, dans sa tête, il est normal. Mais c'est juste que c'est un phénomène, quoi, en fait. C'est comme ça que la mère, elle life sa vie là-bas en Europe. Les années passent, peut-être 4, 5 ans. C'est comme ça maintenant. Tout ça, elle n'envoyait pas. Elle ne donnait même pas les nouvelles. Donc, personne n'avait ces nouvelles. Les gens savaient seulement qu'elle elle est là-bas en Europe. On ne sait pas si elle est morte, si elle est vivante, comment elle est là-bas, on ne connaît pas. Maintenant, au bout de 4, 5 ans, elle commence maintenant à péter un câble là-bas, depuis l'Europe. Donc, elle déprimait. Elle faisait tout le temps les cauchemars sur son fils là. Donc, elle rêvait un gros et long serpent, mais qui avait la tête de son fils là. Donc, c'est à chaque fois ça. Elle racontait ça à son élément, le blanc là, que non, voilà, je m'étouffe. Donc, en plein cauchemar, comme ça, elle se réveillait toujours. Chaque nuit. Non, un gros serpent, mon fils veut me tuer, je ne comprends pas. Et tout, c'était toujours ça. Jusqu'à, elle s'est suicidée. Carrément. Donc, elle est morte. Elle s'est donné la mort. Jusqu'à, son corps avait été rapatrié au pays même, à son pays. Donc, le blanc là avait accompagné la dépouille là, c'est comme ça qu'il avait raconté les derniers moments, comment elle déprimait jusqu'au suicide. Donc, c'est comme ça, l'enfant là, le phénomène là, le bébé de 25 ans là, jusqu'à aujourd'hui là, qu'il a 25 ans, il vit toujours. Sa grand-mère là, son grand-père sont morts. Où il vit, c'est toujours au terrain familial. Donc, il occupe la partie de sa mère. Maintenant, le reste des habitations, c'est les locataires que les oncles et les tantes ont mis. Donc, c'est les locataires là qui prennent soin de lui. Lui acheter un peu les couches et tout, lui donner à manger et tout, voilà. Mais il est là comme ça, donc il rampe. En fait, il rampe quoi? Quand il est au sol, il rampe. Quand il veut se déplacer, il tire seulement le corps là comme ça, comme un poisson, comme un serpent. Vraiment un phénomène, quoi.
Donc, pour lui, c'est ça. Il vit toujours jusqu'à présent. Donc, c'était ça pour les deux histoires. Maintenant, la moralité, je ne sais pas. La moralité, voilà, donc on va commenter tous ensemble. On va liker, partager, s'abonner. Voilà, merci encore pour l'écoute. Merci à DMJ TV pour la plateforme que vous m'offrez. Merci encore, merci vraiment. À très bientôt pour d'autres histoires. Bisous. Merci. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 7e histoire. Bonjour DMG, je crois que vous allez bien. Je salue tous vos abonnés. Je tiens à vous dire mille merci pour ce grand travail que vous êtes en train de faire pour le monde entier, en particulier pour la jeunesse africaine. Que l'Éternel vous fortifie. Je suis togolais, je vis au Togo. J'ai décidé de vous rencontrer aussi, de vous raconter aussi ma petite histoire et profiter pour donner quelques conseils à mes frères et sœurs jeunes. J'avais 2 sociétés et mes sociétés étaient sur le point de tomber au moment de Covid en 2020. Un de mes agents commerciaux m'a fait une proposition qu'il y a un homme au Ghana qui fait de l'argent aux gens. Je lui ai dit non, moi je ne suis pas intéressé par ce genre de trucs parce que moi je n'aime pas le gain facile. Je travaille avant de gagner mon pain quotidien. Donc, il est parti. Après tout, comme ça ne va pas toujours, il m'a fait encore la proposition que déjà il faut taper le nom de la personne sur YouTube. Moi-même je vais voir comment il fait ces trucs. Je dis ah bon, que je vais essayer de voir. Et là, je suis allé sur la page Facebook de la personne et je vous assure que c'est une bande bien organisée. Pourquoi je dis cela? Vous ne pouvez jamais savoir que ces gens de personnes, ce sont des escrocs bien organisés. Moi, je les appelle des escrocs parce que quoi? Ils ne vous disent pas la vérité au début. La personne est accompagnée par des policiers, c'est-à-dire les policiers ces gardes-corps, ce sont des policiers. Même les rois, les autorités participent à ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez? En public, il le fait en public, il multiplie l'argent, il donne aux gens. La personne est au Ghana. Donc quand moi j'ai vu ça, la personne il roule dans des grosses voitures, je me suis dit, ah, cette personne-là, ce n'est pas un escroc. Puisque apparemment, il a déjà de l'argent et ce qui est encore assurant est que ce qui rassure encore est qu'il est escorté par les policiers. Ces gardes-corps sont des policiers, donc voilà. Ok, j'ai contacté la personne en question et il m'a dit de venir, que j'ai besoin de combien. J'ai appelé, j'ai dit 20 millions, il me dit que ça, ce n'est pas de l'argent. J'ai d'appeler une somme importante, je dis que 50 millions. Il dit pas de souci, je n'ai qu'à amener. Je parle de 50 millions de francs CFA. Voilà, je n'ai qu'à amener 500 000 francs CFA. Ok. Et j'ai pris. J'étais parti avec l'agent commercial en question. On est allé. On a rencontré la personne. Et ils m'ont pris les 500 000 francs. Ils m'ont pris l'argent. Et puis ils m'ont dit non, on doit aller dans un village, que c'est là qu'on doit me faire l'argent, que c'est un de ses collègues qui est là, qu'elle dit qu'il va me faire le travail. J'ai dit pas de souci. On est allé là-bas, on a encore dépensé. Ça, c'est plus de 500 000 déjà. On a encore dépensé et l'argent ne venait pas. Ils disent que je dois supplier à certains esprits qui sont là, et certains statuts, il y a certains statuts là-bas, il n'a qu'à m'agenouiller devant eux, et supplier, ils vont faire, l'argent va venir. Et j'ai fait. Et quand ils ont fait la deuxième fois, l'argent est venu. C'est plein. C'est comme dans le truc, c'est dans une boîte comme ça, et l'argent est venu. C'est rempli, c'est leur argent là est fini. Donc je ne sais pas si ça atteint réellement les 50 000 francs, mais c'est énorme quand même, c'est beaucoup d'argent. Voilà, donc. Et maintenant, ils m'ont dit que je dois faire des sacrifices, certains sacrifices avant de pouvoir prendre l'argent. Je dis, mais comment? Vous m'avez dit c'est sans sacrifice. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé par me citer les choses. Je dois amener ceci. J'ai vu l'argent déjà. Et je les ai même expliqué que moi, je ne suis pas venu ici pour m'enrichir. J'ai des idées. Dieu m'a donné des belles idées. Je sais que mes idées
avec mes idées, je peux devenir riche. Donc, pas besoin des agents, c'est-à-dire, je ne veux pas de cet argent-là pour devenir riche. Bien, c'est pour payer les dettes, c'est pour faire en sorte que l'entreprise ne tombe pas. Parce que j'étais vraiment, le pays, à ce moment, le pays ne marchait pas parce que c'était un moment de Covid. Vous voyez. Donc, c'est ça qui m'a rendu dans cette situation et tout. Voilà. Bon, je ne prends pas cela comme excuse. Donc, je continue. Donc, j'étais retourné au Togo, on était retourné, j'ai encore amené de l'argent. Bon, ils ont fait le sacrifice, ils disent que ça ne marche pas. Je dis encore amener encore d'autres argent. Après tout, je ne sais pas si c'est un vrai travail ou bien c'est de l'escroquerie. Mais en voyant les trucs, je pense que c'est de l'escroquerie. Parce que ils m'ont dit au début que c'est sans sacrifice. Vous voyez, voilà. Donc, finalement, j'ai dit que non, je ne veux plus. Parce que j'ai dépensé plus de 500 000. Je tends vers 2 millions même. J'ai abandonné, je dis que je ne veux plus. Et ce me faisant, pour rentrer au Togo, on a raté, on a failli faire accident. Au Togo, quand j'étais rentré au pays, au Togo, un jour j'étais en train d'aller à l'église pour une prière et une voiture m'a raté. Je vous jure aussi, cette voiture m'avait cogné, je ne serais plus en vie parce que le dégât que la voiture a fait en cognant un mur, vraiment, si ça cogne un homme, la personne, franchement, ne peut pas survivre à cela. Donc Dieu merci parce que je sais que c'est eux qui voulaient ma peau. C'est eux qui voulaient ma vie comme ça. Mais c'est Dieu qui permet les bonnes choses et les mauvaises choses. Donc, avant que personne note ta vie, c'est Dieu qui doit accepter. Donc, si je suis toujours en vie aujourd'hui et je suis en train de faire ce vocal, c'est Dieu qui a voulu que je sois en vie, peut-être pour faire ce témoignage. Donc, j'aimerais profiter de mon histoire que je viens de vous rencontrer pour donner quelques conseils à la jeunesse. Vous savez, il y a aujourd'hui les vendeurs d'illusions. Et aussi, il y a des gens qui font vraiment de l'argent. Mais après tout, je me suis documenté. Quand vous trouvez quelqu'un qui vous fait cet argent rituel, sachez que vous allez finir mal. Vous savez pourquoi? Parce que les esprits, on ne les paye pas avec une voiture. Les esprits n'ont pas besoin de vos voitures, d'une voiture. Les esprits n'ont pas besoin de l'argent. Les esprits n'ont pas besoin d'une maison. Non. Quand eux, ils envoient l'esprit, et l'esprit vont pour vous chercher, n'est-ce pas, de l'argent dans les banques, dans les institutions financières, dans les boutiques des gens, les esprits là sont payés par le sang. C'est-à-dire, les esprits, ou bien l'esprit qui va partir vous chercher ou va vous ramener de l'argent, vous allez partir avec votre argent, hein. Mais après, tous vos bien-aimés vont commencer par mourir l'un après l'autre. Parce que un esprit, on le paie avec le sang. Et c'est un grand travail qui vous a fait. L'argent. Donc, c'est avec le sang. Et l'esprit ne va pas vous demander, ou bien ne va pas vous réclamer le sang d'un bœuf ou bien d'un mouton. Non. Vous allez payer avec le sang humain. Et franchement, vous-même, vous allez perdre votre vie à la fin. Donc, mes chers, bien sûr, nous voulons de l'argent, nous voulons être riches, mais il faut le chercher par le bon chemin. D'accord? Et c'est ainsi que vous aurez la paix. Et sachez que ce n'est pas tout le monde qui sera riche dans cette vie. Priez à ce que Dieu fasse que vous ne soyez pas un mendiant, c'est tout. Et soyez content du peu que Dieu vous a donné. La vie, c'est éphémère. Combien de temps on va faire sur cette terre avant de partir? Combien de temps? Combien de temps? Donc, mes chers frères et sœurs, s'il vous plaît, fuyez l'argent rituel. DMG, merci beaucoup et je vous encourage. Et j'espère que mon message sera diffusé pour donner des conseils, pour motiver
la jeunesse à travailler, à chercher l'argent sur la bonne voie. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 8e histoire. Bonsoir DMG et à toute la famille DMG TV. C'est la première fois que je monte. Non, disons j'utilise WhatsApp. Il y a plein d'histoires, mais un peu trop de timidité et on ne sait pas comment de fois monter online. Bon, je voulais raconter une petite histoire, une tout petite, qui date de 2 jours. Je revenais du travail, je suis rentré chez moi et tout. C'est depuis le Gabon. Je suis rentré chez moi à la maison. Et comme par hasard, ma petite amie m'a fait signe, c'est comment, j'ai envie qu'on se voie et tout ça. Là, il faisait presque 21h, elle revenait aussi du travail. On s'est vu à 21h30, un peu non loin de chez moi en fait. On s'est vu et tout ça là, ben, il fallait que j'aille la déposer. On a pris un taxi, je suis allé la déposer. En rentrant, j'ai pris un taxi qui me dépose sur mon carrefour. Donc, je suis à 7 ou 8 minutes de la grande route. Mon frère, je commence à marcher. Je quitte le goudron, j'emprunte les petites routes, la route secondaire pour qui mène vers chez moi. Il y a le noir en fait, il n'y a pas de lumière de part et d'autre. Je commence à marcher. J'aperçois la silhouette d'une dame seule. Il faisait pratiquement 23h40, presque minuit, disons. Ouais, il faisait presque minuit. J'aperçois une dame qui marche et tout ça là. Tu vois, quand vous êtes seul dans la route, chacun dans son coin. Moi, j'étais à droite et elle était à gauche. Elle marche. Je marche aussi et tout ça avec ma torche. J'avais mon téléphone. Elle était sans torche. En fait, tu vois, la torche a un rayon qui éclaire un peu dans un rayon peut-être de 2 mètres ou 3 mètres, quoi, tu vois un peu. Et maintenant, en se dépassant, je l'ai regardée du coin de l'œil, tu vois un peu. Donc, je regarde, elle était en panne, c'était comme intérieur en panne, en complet panne, un peu vert, bon, que je n'ai pas très bien remarqué, bon, pas très bien regardé, mais en fait, j'avais quand même une idée de ce qu'elle a mis, et puis elle avait un tissage et tout ça. J'ai continué, paf, à 100 mètres, j'aperçois encore une silhouette, en fait, qui ressemble à la silhouette de la même dame. Oh, papa, j'arrive. Il y a un milieu où il y avait un peu de lumière et tout ça là. Et elle et moi, on s'est croisés où il n'y avait pas de lumière, mais ma torche encore était là. Oh, je regarde du coin de l'œil. Oh, c'est la même dame. Mais je n'étais pas trop sûr. Je dis, oh, mais c'est comme si c'est la même dame que je venais de voir là. Ben, je casse vers la droite, je descends. Je suis maintenant à pratiquement 3 ou 4 minutes de chez moi. Donc, je voyais chez moi peut-être à 300 mètres. Avant d'entrer chez moi, donc tu laisses l'avenue, il y a un petit pivot. Donc, c'est comme si tu courbais, tu prenais encore la droite, quoi. En prenant la droite, je regarde quelqu'un qui sort de la droite, donc qui sort de notre petite ruelle DMG. La même personne. Oh! Je suis allé sur le coin de la rue, donc pas sur le coin, mais sur le côté de la rue, et je marchais. Moi-même, donc je te dis, toute la chair des poules, les cheveux, etc., quand on se dépasse, elle me dit, toi, tu ne veux pas. Oh, elle me dit, toi, tu ne peux pas rester chez toi. DMG, ni haut, ni A, j'ai couru. En tout cas, je n'ai jamais couru comme j'ai couru jusqu'à devant chez moi, j'ai sauté le mur. Tu imagines que parce qu'on n'a pas un mur haut, on a un mur peut-être de 5 lignes de briques. Ça fait pas, en tout cas, ça fait pas plus d'1 mètre, ou c'est 1 mètre, ou un peu plus 1 mètre. J'ai sauté le mur, j'ai ouvert la porte, je suis entré. Oh, je te dis, je suis allé prier directement. Bon, la morale, chacun va tirer sa morale. Il faut qu'on fasse attention, éviter de sortir la nuit, n'importe comment. En tout cas, j'ai rappelé ma copine, je lui ai dit, en tout cas, quand tu sors de ton travail, rentre directement chez toi parce que je suis désolé, mais je ne peux plus sortir la nuit. Quand il est 21h, je suis chez moi.
Si ça m'attrape, je dors où je suis et puis je reviens le lendemain. Donc voilà, likez, partagez pour agrandir la famille. Merci. Merci pour cette histoire-là. Et dis-moi ce que vous pensez en commentaire. On passe à la 9e histoire. Laissez des commentaires, s'il vous plaît. Bonsoir DMG, je te félicite d'abord pour ton émission. Vraiment, ça m'instruit, j'apprends beaucoup à travers cette émission. Vraiment, je viens pour raconter ma petite histoire que j'aimerais partager avec vous. Je suis dans un pays africain et je suis gabonaise. Lorsque j'étais au Gabon, avant que je ne voyage, lorsque j'étais au Gabon, j'ai rencontré une dame de ce pays. Le pays là où je suis. J'ai rencontré cette dame-là au Gabon et tout, vu que je louais chez sa famille en fait. Lorsqu'elle est arrivée au Gabon, elle m'a apprécié et tout, vu que je suis aussi une personne simple et tout. Ça a collé. C'est comme ça, elle m'a dit, oh non, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es jolie et tout, j'aimerais t'amener chez moi dans mon pays. C'est comme ça qu'on est allé. Vu que j'avais des sous et tout, on a préparé le voyage. Elle et moi, on est arrivés dans son pays. Arrivé dans son pays, on est resté dans son village. Quand on est resté dans son village, elle a dit, c'est une dame déjà, elle n'a pas d'enfant, elle n'a jamais enfanté. C'est comme ça qu'elle a dit à toute sa famille que non, je suis sa fille, qu'elle avait laissé au Gabon et tout. Et vu qu'elle faisait ma mère, donc je l'appelais maman par respect. Elle a raconté ça à tout le monde et tout. Voilà, on était au village. Dans le village, j'ai d'abord appris que toute sa famille est décédée. Sa mère, son père, ses sœurs. Elle est restée rien qu'avec son frère, son grand frère et elle. Et c'est comme ça, une fois, il y a eu une dispute entre elle et son frère. Son frère qui lui dit, mais non, toi, tu ne veux jamais aller en brousse. Tu ne peux pas faire des plantations comme des autres femmes. Tu es là au village à longueur de journée, tu ne veux rien faire. Ok, j'attends que moi je revienne de la brousse et donner quelque chose, donner de l'argent pour que tu payes à manger, pour que tu puisses cuisiner et tout. Ce jour-là est passé. Après un autre jour, elle a lancé des menaces à son frère. Elle dit à son frère, oh, je vais te tuer. Je vais te tuer. Moi, je n'étais pas là, je n'étais pas au courant de tout. Après, son frère m'appelle. Il me dit, ma fille, viens. C'est là où je suis partie. Lui, dans son cœur, il savait que non, je suis la fille à sa sœur. Vu qu'elle a vécu, elle a passé beaucoup de temps au Gabon, donc lui, il était sûr que bon, il ne connaît pas la vie de sa sœur, c'est sûr qu'elle a eu un enfant, machin, vu que je l'appelais aussi maman. Voilà comment mon oncle en question, le monsieur en question m'appelle, le frère de la dame. Il me dit, non, ma fille, viens. Voilà, ta maman a dit qu'elle va me tuer. Si on discute, elle a dit qu'elle va me tuer. Il m'a dit ça, j'ai dit bon, elle va rien faire, bon, c'est pas gentil ce qu'elle a dit, ça se fait pas, mais c'est pas gentil. Voilà comment quelques temps après, on est quitté de ce village pour aller maintenant à la capitale, pour monter maintenant vers la capitale. C'est comme ça, j'ai encore préparé le voyage, on est maintenant venu à la capitale. Quand on est arrivé à la capitale, ça peut-être fait une semaine qu'on était arrivé à la capitale. Le frère, le monsieur en question, le frère de la dame la dame que j'appelais maman, ma soi-disant maman, bon. Et une semaine après, on est arrivé à la capitale, on nous appelle que non, son frère est décédé. On nous appelle que son frère est décédé et que son frère, il est tombé, donc il y avait les atangatiers. En fait, il y avait plein d'atangatiers derrière la maison. Donc, il y a des commerçants qui venaient pour acheter des atangas. Et c'est comme ça qu'il est monté sur l'atangatier. Il y a une branche qui s'est cassée, la branche auquel là où il était debout, la branche s'est cassée. Et c'est comme ça qu'il est tombé. Toute la colonne vertébrale était brisée. Le cou était brisé.
Et je suis restée calme. Après, on nous a annoncé non, il est décédé, tout ça là. Sa sœur a commencé à pleurer, s'enrouler. Et vu que c'était son seul parent direct, ils étaient même père, même mère. Maintenant, il y a l'une de ses cousines, là où on vivait, l'une de ses grandes cousines de la dame en question. C'est comme ça. Ils étaient là, ils n'ont rien fait, ils n'ont même pas levé un petit doigt. Il y a une autre là, ils ont préparé le voyage pour quitter maintenant de la capitale pour le village pour le décès. C'est comme ça. J'ai pris l'argent. J'ai pris l'argent pour le vol. J'ai pris 50 000, j'ai donné à la dame en question pour qu'elle effectue le voyage parce qu'on a dit si elle prend le bateau, elle va trouver qu'on a enterré son frère. Donc, il faudrait qu'elle prenne l'avion. Donc, la nuit, on l'a déposée à l'aéroport. Elle a pris l'avion avec sa cousine. Ils sont partis pour l'enterrement. C'est comme ça que le monsieur là est décédé. Après le décès, moi, je me suis dit que non. Vu que sa sœur l'avait fait des menaces, que non, je vais te tuer, tout ça là. Et là où quand on est arrivé dans son village, moi j'ai d'abord tiqué, j'ai dit mais ça c'est quelle femme? Toute sa famille est partie, le père, la mère, toutes ses sœurs qu'elle avait, ils sont partis. Elle est restée seulement avec son frère et son seul frère qui restait, elle lui a menacé qu'elle devait le tuer, il est mort. C'est là où j'ai compris que quelque chose tournait pas en rond. Je me suis dit que c'est elle qui tuait les membres de sa famille, peut-être dans la sorcellerie, peut-être qu'elle était dans la tontine de sorcellerie. Bon, voilà ma petite histoire. Je reviendrai prochainement pour plusieurs histoires. Vraiment du courage, c'est ça, ma petite histoire. Merci. Maintenant, on va écouter la dernière histoire. Laissez des commentaires. Dites-nous, vous regardez la vidéo en commentaire, non? Et puis, likez la vidéo. Likez, s'il vous plaît. Allez seulement cliquer sur le petit pouce là. On écoute la dernière histoire. Oui, bonjour DMG TV. L'histoire qu'elle veut raconter me concerne. Il s'agit d'une histoire où ma belle-mère et sa soeur, sa grande soeur, avaient envoûté un mets de pistache pour qu'au moment où je vais manger, je commence à voler. Voler plus qu'une souris. Entre-temps, je fréquentais à soi. Comme elles étaient jalouses, elle et sa sœur, que ses enfants n'évoluaient pas, n'arrivaient pas à fréquenter, comme j'étais intelligent parmi les enfants de mon père. Voilà comment donc je faisais les dépenses à l'époque la première. Et elle était jalouse. Donc tu sais, chaque grande vacances, les enfants partent en vacances pour aller aussi passer, aider les parents. Voilà comment donc. Entre-temps, elle aussi avait un enfant qui faisait 6e. Il faisait 6e avec moi dans le même lycée. Et on devait quitter tous deux pour aller en vacances l'année là. Voilà comment, à la fin d'année, on s'est préparé, on est parti au village. Moi, je ne savais pas. Mais entre-temps, sa sœur, parce que la grande sœur de la femme de mon père, parce qu'elle est venue aussi en mariage dans notre village, épouser le grand frère de mon père, dans la même famille, vous connaissez la famille du village. Quand nous sommes arrivés au village, on me dit, ok, votre tante vous a préparé un bon mets de pistache. Comme elle était douée à la cuisine, chaque fois elle faisait des petits mets là, on mangeait, tout ça. On appréciait beaucoup sa cuisine. Voilà, donc un jour, pour laisser vacances là, nous sommes arrivés au village. On nous a donc dit, voilà, votre tante vous a préparé des très bons mets de pistache avec le bâton. J'étais sûr qu'elle va aller manger. Mais je ne sais pas les choses que Dieu fait. Il faut comprendre dans la vie, quand Dieu est avec toi, vraiment, il faut pas négliger. Quand ton Dieu est avec toi, rien ne peut t'arriver. Étant donné que moi, je ne connaissais pas, j'étais encore chez mon père, parce que pour arriver chez la tante, c'est au moins un truc comme 1 kilomètre comme ça, dans le même village. Moi, j'étais encore à la maison, je m'apprêtais pour aller manger le mets le lendemain.
parce qu'elle avait fait ça dans la nuit. Il fallait d'abord qu'elle enlève ça de la mamie et sèche au niveau des braises pour que ça soit bien. Et le matin, elle devait donc nous donner pour manger. Voilà comment, dans la nuit là, le fils de ma belle-mère, parce qu'elle était venue avec l'enfant là, et mon père l'avait adopté, que nous, on avait voyagé ensemble pour le village, pour les vacances, il s'est précipité d'aller là-bas dans la nuit. Il est arrivé là-bas parce qu'il y avait un mets spécial pour moi. Pas tous les mets n'étaient pas ensorcelés. Il y avait un mets spécial là pour moi que quand je vais manger, au moment où je vais encore rentrer à l'école à soir, je vais voler comme une souris, vraiment que je ne vais plus fréquenter. Donc c'était pour détruire comme ça mon école. Lui, dans la nuit là, il s'est précipité, il est parti là-bas et il est allé voler un mets parmi les mets que sa tante avait fait. Et vous savez quel genre, le mets qu'il avait volé, c'est le mets qui était destiné pour que je mange et que je commence à voler comme une souris. Il a volé ces mets DMG. Ça, c'est une histoire que j'ai vécue. Je te jure. Voilà comment, moi je ne connaissant pas ce qui s'est passé, le lendemain nous sommes arrivés, je suis parti là-bas et ce matin même, elle découvre qu'il y a un mec qui a été volé. Elle était fâchée. Qui a volé le mec? Il y avait des problèmes. Il y a quelqu'un qui est venu voler mon mec. On a demandé aux gens. Personne ne savait qui avait volé le mec. Ok. Ce qui était resté, on m'avait donné, j'ai mangé. Moi, je ne connaissais rien. J'étais là tranquille. On a passé toutes les vacances. Nous sommes rentrés. Je te jure, DMJ. Cet enfant ne volait pas avant. Il ne volait pas. Il a commencé à voler, plus qu'une souris. Même l'école, même il ne faisait plus l'école. Il a cessé de faire l'école. Il a cessé de faire l'école. En 2008, comme ça, 2009, il a commencé à voler à Mokolo partout. Son premier vol qui part voler, qu'on l'arrête, il avait volé les batteries dans une voiture. On l'a arrêté, on l'a mis à Kondengue. Un petit garçon de moins de 15 ans. Il était au quartier mineur. Moi, je partais souvent le rendre visite. Je quittais soit je partais à Kondengue. Je te jure qu'il volait déjà comme une souris. Je dis que même la souris là, c'était terrible, inconsciemment. Ses tantes, sa maman ne faisait que dire, ouais, il faut aller voir les marabouts, il faut aller voir, on a gâté l'enfant au village, on a gâté surtout sa tante. Je dis que, mais, comme c'était aussi un garçon qui était, il était intelligent à l'école, il n'aimait pas travailler, mais voler, il ne volait pas. Mais au moment où il avait mangé, il a commencé à voler. Il est parti à Kondengue la première fois. Il a fait presque 1 an. Il est ressorti. On pensait peut-être que ça devait lui servir de leçon. Il a continué à voler, on l'avait encore arrêté, il est reparti à Kondengue. Et sa tante, sa maman, c'était grave. Il quittait de marabout en marabout partout là. Il fallait enlever cet esprit de vol. C'était grave. Pour finir, sa tante, que vous savez, la tante qui avait préparé les mets, comme elle-même c'est d'abord une sorcière. Elle avait tout fait, aller voir les marabouts. On a dépensé, mon père a dépensé rien. Elle a lancé la méningite. Voilà comment ce garçon est tombé gravement malade. C'était l'objectif. Il fallait qu'on lui lance une maladie pour qu'il guérisse. C'est-à-dire une maladie qui devait le paralyser. Voilà comment elle avait lancé la méningite. Cet enfant est tombé malade, à moins il mourait. Quand il s'est relevé, vous savez, la méningite, quand ça guérit, ça te laisse une séquelle. Voilà comment, pour lui qui était resté, il est devenu infirme des pieds qu'il ne pouvait plus courir. C'est-à-dire, tire le pied là comme ça. Aujourd'hui, c'était mon petit frère de loin. Il est au village actuellement, il ne fait rien. Rien. Tout ce qu'il fait maintenant, il ne vole pas parce qu'il n'a plus de capacité de courir, de faire ceci, de prendre. Il tire seulement le pied là. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, il fume le champ. Il mange ça même dans la nourriture. Donc, vous voyez un peu, Père DMG, c'est pour vous dire que dans la vie,
Il y a certaines personnes qui volent là dehors inconsciemment, qu'on les gâte au village. Vous allez seulement les voir, les volent. C'est parce qu'ils ont dû peut-être manger quelque chose. On les a mis quelque chose dans la nourriture et ils commencent à voler inconsciemment. C'est à peu près la leçon que je voulais en fait faire comprendre aux gens aujourd'hui, que quand vraiment il ne faut pas blaguer, surtout avec nos tantes, surtout avec, quand on n'envoie plus vos enfants en vacances n'importe comment. C'est là-bas qu'on passe souvent les gâter. Moi, mon Dieu était avec moi. Je remercie Dieu, je le rends grâce aujourd'hui. En fait, c'est l'histoire que je devais partager avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout de cette vidéo. On se reprend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo de 10 histoires mystiques ici sur DMG TV. Je vous invite à vous abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés, à liker, commenter, partager. Merci à tous ceux qui ont liké, tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui ont partagé. C'est la famille. Comme d'habitude, portez-vous bien, surtout demeurez dans la prière. Voilà, à demain.